Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue à tous. Très content d'être là avec vous aujourd'hui. Moi, je m'appelle donc Émile Novakoff. Je suis un des cofondateurs et CEO de Scapelex, une entreprise française. Et on va vous présenter aujourd'hui le cas client avec Costa Coffee. Et je donne la parole à Jean-François qui va se présenter et puis démarrer. Bonjour à tous, Jean-François Leca, je suis CXO, donc je suis Experience Officer, je m'occupe de toute la partie expérience client par définition, du moment où vous faites un peu l'avant-vente avec un solution engineer jusqu'à ce qu'on vous livre. Je vous suis tout à votre journée de l'autre. Aujourd'hui, on va vous parler de Costa Coffee. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. C'est le plus gros distributeur de café en Angleterre, mais c'est aussi une marque internationale avec plus de 30 pays représentés qui appartient à Coca-Cola. On a travaillé avec eux sur des projets qui étaient relativement intéressants parce qu'ils avaient, quand ils ont commencé leur digital transformation, ils ont commencé avec un CMS, on sait qu'ils pouvaient tout faire avec Contentful. Or, ils se sont réalisés qu'ils ne pouvaient pas tout faire parce qu'il n'y avait pas un vrai DAM derrière leur CMS. Donc, l'une des problématiques, c'était les limites qu'ils avaient. La deuxième, c'est que les assets se dupliquaient parce que derrière, comme vous avez des limites, ils ont des ShareDrive, des box, je pense que c'est les meilleurs. Donc, ils voulaient essayer de recentraliser le tout. Ils avaient des problèmes de gouvernance parce que justement, ce n'était pas uniquement le marketing qui gérait, et ça prendra encore plus d'importance un peu plus tard, parce que derrière, ils ont des problèmes de régionalisation. Donc, avoir trop de personnes qui commencent à prendre des assets, échanger et ne pas savoir où ils étaient. Donc, ils avaient besoin de organiser tout ça. Et le dernier, c'était d'avoir un SharePoint, c'est-à-dire qu'ils avaient ce qu'ils appellent un resource center, tout simplement un SharePoint, où tous les assets se mélangeaient, mais plus pouvoir les catégoriser, les classifier et les retrouver pour justement les réutiliser. Donc, quand ils sont venus nous voir, quand ils ont fait leur AFP, on a répondu parmi tant d'autres, et ce qui les a vraiment intéressés, c'est un, c'est qu'on pouvait faire de la régionalisation avec Notre-Dame, deux, qu'on pouvait aussi personnaliser par rapport à des outils multi-tenants, c'est-à-dire qu'on avait plusieurs environnements qui pouvaient s'ouvrir par rapport à leurs besoins. On avait le contrôle des droits, c'est-à-dire qu'on redonnait la puissance à l'équipe marketing, et du moins aux équipes dédiées qui avaient les responsabilités pour pouvoir gérer leurs assets. Et le dernier, c'était surtout de pouvoir avoir un outil qui soit compatible, du moins qui soit adaptable à leur stack actuel. C'est-à-dire qu'ils ont un mix d'outils composables et d'autres qui sont legacy, dont leur qui est maison. Ils avaient besoin de s'assurer qu'on soit capable de reprendre les informations pour prendre la tête, pouvoir faire la continuité jusqu'à ce que la digital transformation presse. Ce qui est très intéressant sur ce slide, c'est que, mis à part la remarque passée, c'était le fait qu'il y avait trois équipes complètement différentes qui avaient besoin d'un projet qui soit délivré à la même période. Donc on a fait trois workflows de transformation des projets qui ont déroulé au même moment. Le premier, donc Global Retail, c'était pour faire du design, c'est-à-dire qu'ils avaient des problèmes de compliance, en sachant que Costa Coffee au UK, ce n'est pas la même chose que Costa Coffee aux États-Unis, et encore moins aux Émirats. Donc quand ils faisaient les designs des stores, il fallait qu'ils puissent adapter les images, les contenus, les spécifications, les caractéristiques pour les audiences, et surtout quand ils font de la rénovation, de la création de stores, il y a besoin que toutes ces informations soient bien communiquées. Et puis surtout, s'il y a des changements de régularisation, que ces documents puissent arriver très rapidement aux personnes concernées. Le deuxième, Global Digital, c'est toutes les personnes qui s'occupent des stores. C'est-à-dire que vous avez les menus, vous avez le libre-service, donc dans les grandes distributions, dans les locaux, ou les franchisés. Vous avez besoin de s'assurer que, pareil, vous avez des besoins contractuels, avec des petits particuliers, des contrats particuliers, des images par rapport aux produits qu'ils allaient mettre chez les clients.
Une fois encore, il fallait pouvoir les catégoriser et bien les envoyer aux bonnes personnes, et quand ça change, de ne pas avoir de laps. Et la dernière partie, c'était l'IT. Donc l'IT, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, dû à leur écosystème qui est éclectique, avec du legacy et je dirais des solutions plus modernes, il fallait que la solution puisse répondre à leurs besoins. Et ce, pas par des heures et des heures et des heures de professional services. Il fallait que les IT chez eux puissent aussi prendre la main et se connecter. Voilà. Donc, je prends la suite, je vais vous montrer un peu quelques screenshots et quelques vidéos des choses qu'on a faites avec eux, pour vous donner un peu une idée visuelle de quoi ça ressemble. Donc ici par exemple, ce qu'on peut voir c'est leur DAM, donc ça c'est le code de ScapeText, avec ici différents tenants. Donc la solution qu'ils ont adoptée, ou les fonctionnalités qu'ils ont mis en place, c'est vraiment la partie multi-tenancy. Donc on peut voir ça comme des instances dédiées en fait du soft, mais qui sont ou de la plateforme, qui sont ici gérables à partir d'une même plateforme. Donc il n'y a pas besoin de se déconnecter, se reconnecter. Donc certains utilisateurs vont pouvoir tout voir, d'autres moins. Et du coup, ça permet vraiment de bien organiser les droits et les accès. Donc ça, c'est la première chose qu'ils ont fait. Comme vous avez vu, on l'a bien sûr customisé un peu avec leur couleur, leur logo. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment la fondation, c'est le socle de tout le reste. C'est-à-dire que nous, chez ScapeText, on considère que le DAM, c'est bien sûr très important. Tout le monde en a parlé ces 2 derniers jours. Mais c'est le socle, c'est la fondation de plein de cas d'usage et de valeurs et de bénéfices qu'on va voir par la suite. Donc la première étape, c'est vraiment de mettre en place ça avec, comme l'a dit Jean-François, les membres d'accès de la bonne gouvernance pour s'assurer que tous les assets soient aussi migrés, donc bien sûr depuis les différentes plateformes. Donc ça, c'était l'étape 1 du projet. L'étape 2, c'était utiliser ces assets-là pour créer des portails. Donc un des portails qu'ils ont créé, c'est ce que vous voyez ici. Donc ça, c'est leur équipe retail qui l'a faite. C'est en fait toutes les directives de marque pour les franchisés quand, par exemple, si demain vous décidez d'ouvrir un Costa Coffee, alors il n'y en a pas en France malheureusement, mais si vous décidez d'aller en Angleterre ouvrir un Costa Coffee, eh bien, vous allez aller là-dessus pour consommer en fait toutes les informations et avoir accès à tous les assets nécessaires pour toutes les informations nécessaires, tous les assets pour ouvrir le Costa Coffee dans le pays en question et être conforme aux directives de la marque. Sachant que ça, comme vous voyez, c'est dépendant aussi de la région. C'est-à-dire qu'à Dubaï, ils ont d'autres directives qu'à Londres. On a un système d'accès avec les utilisateurs et les attributs qu'en fonction de leur pays, par exemple, ils voient des choses différentes. Okay, c'est la solution portail qu'ils ont implémentée et qu'on a co-développé d'ailleurs avec eux. Pour faire ici ce que vous voyez très rapidement dans ce GIF-là. Donc ça, c'est utilisé par plusieurs centaines de personnes aujourd'hui qui s'écologuent et qui consomment du coup ce contenu et qui est mis à jour directement par l'équipe de retail et qui va aussi du coup envoyer des notifications dès qu'il y a une mise à jour, par exemple de l'artwork, donc c'est typiquement les tableaux qu'on va afficher dans le Costa Coffee. Eh bien, cette mise à jour-là, elle est publiée avec des notifications aux utilisateurs concernés. La deuxième chose qu'on a fait, c'est la localisation de bannières marketing. Donc là, sur le site de Costa Coffee, vous avez ici ces bannières-là. Donc vous voyez, vous en avez 3 différentes. Ils en créent tous les 3 jours, ils en font des différentes. Donc ici, dans le DAM, on va pouvoir, en fait, via l'éditeur de ce qu'on appelle de template, le template éditeur, créer en fait ce template-là directement dans le DAM et du coup relier ça, comme on va le voir, à des variables. Et donc ces variables-là proviennent en fait ou sont remplies. On va le voir tout de suite là. Donc on a aussi bien sûr un système de police custom qu'on peut ici vraiment gérer de manière flexible. Et là on va relier par exemple le body, donc c'était le texte qu'il y avait, à une métadonnée de l'image qu'il y a derrière. Donc on va en fait, grâce aux métadonnées qui sont associées aux assets, créer en fait du contenu marketing de manière très dynamique, comme on va le voir là tout de suite à la fin de la vidéo. Donc là on a le template, on a les images qui sont utilisées, comme vous voyez ici, c'est des images qui sont en haut, avec leurs métadonnées, donc là on a une description, d'accord, multilingue, ici ça c'est bien sûr disponible en plusieurs langues, et on va en fait ensuite créer, on les voit ici, les bannières résultantes. Donc là je les télécharge depuis le DAM, on peut regarder les bannières, donc c'est celles qui sont sur le site. Alors sur le site en plus, vu qu'on a une intégration avec Contentful, c'est en fait les liens ici qu'on a, donc c'est des liens optimisés, c'est déliés avec du WebP, de la BIF en fonction de ce que l'utilisateur il sait faire, pour avoir vraiment
ces bannières en plusieurs langues et surtout très facilement évoluer. Enfin, on peut en créer tous les quelques jours, il y a de nouvelles bannières qui sont créées avec cette fonctionnalité de templating. Ça, c'est le deuxième cas d'usage qu'on a implémenté vers la fin de CP pour l'équipe digitale. Donc c'est vraiment du use case marketing. Et ce qui est intéressant en fait dans ce projet, c'est quelque chose que nous on aime beaucoup chez Scaleflex, c'est qu'en fait on pense que le DAM il n'est pas uniquement, il cible pas uniquement les populations techniques ou les populations marketing. Si on veut avoir une source de vérité unique pour les assets, eh ben, il faut avoir une solution qui peut satisfaire les besoins et les cas d'usage de ces deux populations. Donc on a d'un côté l'IT qui a fait par exemple l'intégration avec Contentful pour accéder aux assets du DAM de manière optimisée avec tous les resize qui vont bien, faire du responsive, donc toute cette partie de diffusion que chez Scaleflex on sait très bien faire depuis plusieurs années parce qu'on a commencé avec ça. L'intégration avec le RP aussi, donc typiquement ils ont des cas d'usage où ils doivent envoyer en fait les produits, donc c'est les photos des cafés vers Uber Eats, vers Deliveroo, etc. Et du coup, toutes ces plateformes, c'est comme une marketplace au final pour de l'e-commerce, sauf que bah, c'est du café, ils ont des directives avec des besoins de détourage, de fonds d'écran différents, etc. Donc ça, c'est vraiment une intégration qui a été faite entre le DAM et le ERP pour ensuite pousser les produits vers les Uber Eats et quoi. Et ouais, tu veux rajouter quelque chose? Juste parce que ça peut sembler simple, hein, juste le fait de dire c'est du café, c'est une image, c'est envoyé. En vrai, la spécificité, c'est que par exemple, un café, c'est quoi? C'est comme en France, vous avez le café, vous prenez un latte, c'est un peu de lait. Vous allez aux États-Unis, on va vous dire on va rajouter de la chantilly, on va rajouter des petits pickles sur le. Puis vous allez à Dubaï, tu vas être servi dans une tasse. Ça ne va pas être nécessairement une coupe en papier. Donc en somme, en faisant cette intégration, il fallait savoir aussi où rediriger les contenus en fonction des besoins. Donc avoir la solution qui soit assez flexible pour justement jouer avec ces spécificités culturelles. Et donc ça c'est vraiment pour l'IT, et puis pour les équipes marketing ou digital, ce qu'ils appellent eux, eh bien ils avaient besoin bien sûr de profils utilisateurs pour accéder aux bonnes données, avec des droits bien sûr restreints, donc tout ce qu'on a vu avec les templates là pour créer des formats de bannières, et enfin bien sûr tout ça, ça repose sur des métadonnées. Ils n'ont pas encore adopté de solutions d'IA visuelle pour automatiquement par exemple configurer les métadonnées ou les tags, mais c'est un sujet sur lequel on va travailler avec eux, je l'espère, l'année prochaine. Donc voilà, ce qui est intéressant ici de voir, c'est que c'est vraiment un projet où il y avait plusieurs équipes avec des profils d'utilisateurs différents qui étaient impliqués, et on a appris et on a su travailler avec toutes ces personnes. Voilà, donc ici on a un testimonial de Julio qui était le procurement manager, donc ils ont vraiment réussi à localiser et à déployer dans 18 différents pays une seule solution, et c'est quelque chose qui était, je crois, une des premières fois où c'est vraiment un projet comme ça international. Donc, les bénéfices que Statofi a retirés de ce projet ou continue à en retirer, c'est vraiment une réduction du time to market, c'est-à-dire que quand il y a une nouvelle promotion qui doit être mise en place, un nouveau produit qui doit être lancé, et bien grâce à tout ce que vous avez pu voir, c'est beaucoup plus rapide pour déjà atteindre les équipes marketing locales grâce au portail, mais aussi pour générer en fait ce contenu en masse grâce au templating. Premièrement. Deuxième chose, c'est que, comme disait Jean-François, chaque pays a ses propres spécificités, aussi d'un point de vue UX. Donc c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup apprécié de pouvoir faire avec nous. Et enfin, ils ont aussi bien sûr des considérations de conformité, de compliance. Quand par exemple une campagne marketing est terminée, il faut que tous les assets soient retirés. Donc on a des workflows d'invalidation qui permettent à une date donnée, par exemple, de faire en sorte que l'asset ne soit plus disponible via les liens qui sont embarqués sur le site, par exemple, comme on a pu le voir avec les bannières. Donc tout ça, ça gagne, c'est du gain en temps, donc 50% de gain de temps sur le partage. Tout ce qui est back and forth, envoyer des mails sur le chat, etc. Ça a été diminué par 2, ils ont fait le calcul. À peu près 1000 utilisateurs qui sont onboardés sur la plateforme. 5 teraoctets quand même de données, donc quand même un volume conséquent. Et 18 sites web, donc un site par pays, qui sont du coup maintenant alimentés grâce à cette intégration entre le DAM et Contentful chez eux. C'est bien sûr, comme disait Emile tout à l'heure,
Ça ne compte pas aussi toutes les marketplaces avec lesquelles ils travaillent. Parce que quand vous prenez les Globo, les Uber, les Deliveroo, ils vendent aussi leur café via Amazon. Donc il y a tout un tas de workflows qui a été mis en place pour continuer d'utiliser les process pour que ça puisse alimenter directement ces marketplaces en fonction des campagnes qu'ils ont décidé. Donc ils ont la main complète sur ce type d'action. Voilà, et du coup pour terminer, donc chez Scaleflex, on a parlé pas mal de dames aujourd'hui, mais on est éditeur d'une plateforme qui s'appelle la Visual Experience Platform, c'est quelque chose qu'on a lancé il y a 1 mois, pour essayer un petit peu de se différencier dans un marché qui est assez, comme vous voyez, rempli, mais surtout pour offrir plus de valeur et améliorer en fait, que ce soit la perf, que ce soit l'efficacité, donc la productivité et la cohérence de marque, avec du coup 4 modules, donc le DAM, l'IA visuel, les portails et l'optimisation de médias pour toute la partie diffusion. Et tout ça intégré au sein d'une plateforme composable. Pourquoi composable? Parce qu'un client peut utiliser uniquement l'optimisation des médias ou le DAM, ou ensemble les 2 modules, pour mettre en place et implémenter des cas d'usage, que ce soit un cas d'usage pour centraliser l'assets, pour les optimiser, pour créer un portail de publication de marque, ou un portail par exemple pour cet événement-là, on veut tous savoir les photos, et bien le portail serait la solution parfaite pour publier les photos de cet événement. Et tout ça bien sûr dans l'idée de permettre aux utilisateurs de mieux partager, de collaborer, casser les silos et au final mieux organiser pour avoir plus d'efficacité. Donc on est aussi la semaine prochaine à Tech for Retail, si certains de vous y vont, et on fait un cocktail le mardi, il me semble, dès 16h pardon, sur notre stand. Venez nous voir, on est en co-exposant avec OVH, beaucoup avec OVH pour l'instant, on héberge énormément de choses chez eux, comme éditeur français, on est bien travaillé aussi avec des éditeurs ou des hébergeurs français dans ce cas-là. Donc voilà, je vous invite aussi à venir nous rejoindre à Porte de Versailles la semaine prochaine. Et voilà, on va laisser un peu de temps pour discuter, ouvrir la scène à des questions par rapport à ce projet-là, mais aussi par rapport à d'autres choses qu'on fait. Donc s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on approfondisse, c'est maintenant ou jamais. Et si c'est jamais, ne sortez pas de la salle. Donc est-ce qu'il y a des choses qui résonnent? Dites-moi. Ouais, moi c'est sur le module studio, comme ça Ouais. on l'appelle. Parce que c'est passé un petit peu vite. Ouais. Et ce que Costa modifie, on a bien vu le texte. Oui. Il modifie d'autres choses également. Les images, là, dans ce cas-là, c'est un template très simple. Il y a 1, 2, 3 textes et l'image de fond. Donc là, on va voir ici, quand on regarde l'éditeur de template, qui est effectivement le studio, on a ici en fait des objets dont l'image product image, en fait, qui correspond à l'objet derrière là. Et l'objet justement, enfin, qui a été, je veux dire, l'asset qui a été chargé là, c'est quoi pour pouvoir travailler comme ça? En fait, nous, on va créer un template qui est donc en fait un collage, si vous voulez. Et en fait, ce qui est généré à la fin, c'est des URL. Et dans l'URL, en fait, on va pouvoir définir quel asset ou quelle image on veut utiliser. Et du coup, depuis cette image-là, depuis cet asset, on va prendre les métadonnées pour remplir le reste. D'accord? Ça, je le montre très rapidement à la fin. Je ne sais pas si je peux avancer. Mais ici, vous voyez, quand je clique dessus, c'est à la fin. Oui, c'est les métadonnées qui sont héritées du... Voilà, je ne l'ai pas ici, mais en fait l'idée c'est de me dire, voilà, je crée un template. Dans ce template-là, il y a des différents objets, dont des assets, qui sont donc des images, dans ce cas-là. Et chaque asset a ses métadonnées avec une taxonomie customisée, donc ça vous connaissez bien du monde du TAM. Et en fait, ces métadonnées-là sont utilisées pour remplir le reste. Okay. Voilà. Mais moi je parlais, le fichier Ouais. là, c'est quoi? C'est un assemblage à partir des différentes URL? En fait, c'est un fichier XML dans lequel il y a en fait toutes les règles où se trouve quel objet. C'est un peu comme c'est un template en fait qui. L'image, elle est constituée à partir de fichiers appelés. Voilà, qui sont dans le DAM. Les images sont dans le DAM. Elles peuvent être aussi externes, sauf qu'on n'aura pas les métadonnées. On peut aussi très bien prendre une image externe du DAM. C'est pas un fichier Illustrator. Non, c'est pas. En fait, c'est un format qu'on appelle FDT. Nous, c'est un format interne et dans lequel, quand vous l'ouvrez, vous voyez en haut à gauche il y a le texte, en bas à droite il y a l'image. Et cette image-là, elle provient effectivement du DAM. On peut la modifier
via l'URL en haut. Voilà, je pourrais vous montrer après au stand si vous voulez comment ça fonctionne d'un point de vue un peu plus technique. Et puis donc l'intéressé bien sûr de localiser ensuite, c'est d'avoir la même chose, mais on peut rentrer en différents temps, je ne vais pas montrer ça dans la vidéo, mais ça fonctionne pareil. C'est là en fait à la fin, regardez, hop, je vais créer je vais ouvrir l'URL et dans l'URL, en fait, vous cliquez ici sur le lien, vous voyez ici vous avez en fait l'image qui est utilisée, c'est le lien de l'image qui est en haut. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont semblé intéressantes ou des questions? J'imagine que tout c'est intéressant, mais c'est des questions par rapport à certaines choses. Je vais quand même rajouter quelque chose. Le projet, comme je vous ai dit, il y avait trois différentes équipes. Vous pensez bien qu'on ne l'a pas juste implémenté comme ça. On a eu tout un tas de workshops très détaillés avec chaque business unit. Et par rapport à ces requirements, on a pu construire chaque domaine, chaque environnement. Et ça a donné ce que vous avez vu aujourd'hui. On n'a pas juste fait ça par magie ou un projet. Tout a été vraiment calibré. Et avec des réunions qu'on a fait que parler au métier. C'est pratiquement plus parler à l'IT pure, on leur demandait qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, pourquoi vous le faites. Et donc on a construit avec eux. C'est aussi ça, c'est comme ça qu'est né Portos. Donc le portail, c'était un besoin spécifique de Costa. Et c'est le client qui nous a donné toutes ces idées. Il a dit, moi j'aimerais que ce soit comme ça, j'ai des difficultés avec tel outil, j'arrive pas à faire ci, à faire ça. Et on a tout créé. Et ça s'est fait à combien de temps On a développé la solution. Alors, tout simplement, ça a commencé sur un coin de table en septembre-octobre 2023. La première version, qui est beaucoup plus simplifiée que vous avez là, sortie en janvier. La deuxième version, sortie en mars. La troisième version, qui est celle qui fait partie maintenant de la VXP, est sortie en juillet. Et on continue à rajouter des choses. À chaque fois qu'on a des feedbacks clients, quelque chose d'un peu nouveau, quelque chose qui nous semble intéressant pour l'ensemble de nos clients, on rajoute. Et le produit prend de plus en plus ça. Et sur Portail, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas des quelqu'un. C'est un CMS no-code en WYSIWYG, what you see is what you get. Du coup, c'est eux qui vont alimenter tout ce texte. C'est responsif pour info, donc ça marche aussi bien sur smartphone, tablette que sur desktop. Et c'est multilingue aussi. Alors, ils n'ont pas traduit, mais c'est possible de le traduire. En fait, vous avez déjà vu un CMS WYSIWYG à wix.com. C'est ça, en fait, qui est la base de Portail. Et ce qui est intéressant, c'est que les assets, par contre, qui vont être publiés sous forme de galerie, ils proviennent du DAM. C'est vraiment une solution que nous d'ailleurs on utilise pour notre brand portal à nous, pour tous nos logos, nos polices, etc. Que des clients dans le domaine de la fashion utilisent pour faire des lookbooks avec la nouvelle collection été de nos robes. Et elles sont là avec tous les assets qui vont bien pour les distributeurs, pour les partenaires, les agences marketing qui vont ensuite pouvoir faire du marketing avec ces produits-là. Donc c'est vraiment une solution portail comme certains bien sûr en proposent aussi ici, sauf que c'est vraiment intégré avec le DAM, avec l'IA et avec l'optimisation de médias. Donc, par conséquent, toute information, tout média qui est envoyé dans Porto est automatiquement optimisé. Donc, il faut que ce soit léger, il faut que ça se développe. Donc, on a ce concept de performance derrière le côté collaboratif. C'est pas ce que l'on met en avant pour nous, mais par ailleurs, tout ce qui vient dans le DAM, dès que vous utilisez un des liens, automatiquement l'image ou la vidéo est optimisée. Donc quand vous l'avez utilisé, c'est fait pour le Et c'est obligatoire puisque il y a beaucoup de lecteurs à Dubaï par exemple chez eux, alors c'est hébergé en France. Donc forcément, il faut quand même qu'on l'utilise pour que ça fonctionne rapidement, c'est quand même des comptes plus lourds. Donc ça, c'est une des spécificités, des expertises qu'on a. Voilà, je crois qu'on a une question. Alors, vous avez parlé de la function intelligence. Oui. C'est à propos des assets, la transformation, la génération des assets ou tout le texte pour les métadonnées? Deux choses. En fait, nous on utilise l'IA pour enrichir les assets, donc que ce soit les métadonnées ou les métadonnées, ou les tags. Donc on est capable aussi d'entraîner des modèles pour des clients custom pour typiquement reconnaître certaines choses et catégoriser automatiquement, classifier les assets. On bosse beaucoup avec des clients dans l'immobilier chez nous qui vont par exemple besoin de classifier, dire est-ce qu'une photo c'est une salle de bain, une chambre, une terrasse, dehors, à l'intérieur, une maison, un appart. Donc on est capable d'enrichir ce genre d'informations avec de l'IA, numéro 1. Numéro 2, c'est la partie vraiment recherche
contextuelle. Donc en fait, vous allez faire une free search. Montre-moi toutes les photos de Mbappé habillé avec le maillot d'équipe de France blanc. Et donc ça, même si c'est pas dans les métadonnées ou les tags, l'IA est capable de détecter, je pourrais le montrer après si vous passez au stand. Et on a fait d'ailleurs le test tout à l'heure avec un des consultants d'âme allemand, il m'a dit upload une photo de Thomas Müller, à son joueur de foot préféré. Donc j'ai trouvé une photo, j'ai changé le nom pour pas qu'il y ait bien sûr écrit Thomas Müller dans le nom, je l'ai uploadé dans le DAM et ensuite j'ai cherché avec l'IA, il était capable de trouver la photo de personnage via une recherche textuelle. Donc ça c'est le deuxième cas d'usage, c'est vraiment la recherche par IA. Pareil pour tout ce qui est images similaires. Donc, si par exemple vous avez une image qui est prise là et une autre qui est prise là, c'est des images qui sont similaires. L'IA va permettre en fait de grouper ces images pour optimiser le stockage et garder qu'une image par exemple. Donc ça c'est le deuxième cas d'usage. Et le troisième cas d'usage, c'est tout ce qui est GenAI. C'est pour donc, soit générer une description automatique d'une image. Donc si par exemple vous avez besoin de générer le texte alternatif pour une image, ça peut se faire avec de l'IA en plusieurs langues. Et pour du SEO notamment, et aussi pour générer du coup des dérivés, ce qu'on appelle des dérivés d'images, donc c'est tout ce qui est background removal, background replacement, image enhancement, etc. Donc c'est qu'on va toucher en fait l'image. Ça c'est la troisième chose qu'on fait avec de l'IA, c'est GenAI. Donc enrichissement, recherche et ce qui inclut aussi la similarité et Gen. Et donc tout ça c'est intégré encore une fois dans cette fameuse VXP, et donc la plateforme qu'on a lancée le mois dernier. Voilà, on est au bout du temps, donc merci pour votre attention. Et après une attention.